Dans le monde impitoyable de Mathieu, le pouvoir se mesure en silence, et l'émotion est une faiblesse qu'il ne peut se permettre. Au mariage de son meilleur ami, au cœur d'une cérémonie à la perfection calculée, son univers de contrôle absolu est fracturé par une faille inattendue. Clara, la demoiselle d'honneur qui arrive en retard, apportant avec elle un chaos magnifique et une vulnérabilité qu'il n'a pas ressentie depuis des années. Elle est restauratrice de livres rares, une femme qui vit pour réparer ce que le temps a brisé. Il est un homme qui brise tout ce qu'il touche. Leur rencontre est une collision entre deux mondes, l'un de lumière et l'autre d'ombre, l'un de création et l'autre de destruction. Une danse au clair de lune allume une obsession, et Mathieu, qui commande un empire, décide qu'il doit la posséder. Mais pour entrer dans son monde, il ne peut utiliser la force. Il lui faut un prétexte, une raison légitime de s'approcher de la seule personne qui a éveillé quelque chose en lui, et il le trouve dans un livre ancien, précieux et endommagé. Ceci est l'histoire d'un homme dangereux, captivé par la seule femme capable de voir au-delà de sa façade, et d'une femme discrète confrontée au choix le plus périlleux de sa vie, réparer le livre ou essayer de sauver l'homme. Bonjour et bienvenue. Avant de nous plonger dans l'histoire de ce soir, nous aimerions sentir votre présence. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez, et dites simplement « Bonjour » pour que nous sachions que vous êtes avec nous. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour faire partie de notre communauté et ne jamais manquer un chapitre. Maintenant, installez-vous confortablement. Prenez une profonde inspiration. Notre histoire commence. L'air dans la cathédrale Saint-Michel était un mensonge soigneusement construit. Il était censé sentir la révérence, la pierre ancienne, la cire d'abeille fondue, et la douceur écœurante d'un millier de lys blancs suffocant dans la chaleur. Mais pour Mathieu, il ne sentait que l'obligation. Il était assis au premier rang, une silhouette sculptée dans l'immobilité. Son costume sombre un vide contre les meutes de couleurs déversées par les vitraux. Ce n'était pas une église, c'était un théâtre, et il en était le spectateur le plus puissant et le plus réticent. Son monde n'était pas fait de lumière et de musique d'orgue. C'était un royaume d'ombre, de conversations chuchotées dans des pièces insonorisées, de registres où les noms étaient des actifs et les dettes se payaient dans des monnaies bien plus précieuses que l'argent. Le pouvoir, pour lui, était un manteau lourd et silencieux qu'il n'ôtait jamais. Il se voyait dans la façon dont les autres invités, des hommes puissants à part entière, avec des empires d'acier et de béton, évitaient son regard. Dans la subtile inclination de tête déférente d'un politicien de l'autre côté de l'allée, ils étaient tous là pour le mariage de son meilleur ami, son bras droit, Lucas, mais leur respect lui était destiné. C'était une performance de contrôle constante et épuisante. Il sentit un muscle de sa mâchoire se contracter, une rébellion infime qu'il réprima instantanément. Il méprisait les mariages. C'étaient des défilés de sentimentalité forcée, une démonstration criarde d'une vulnérabilité qu'il avait chirurgicalement retirée de sa propre vie des années auparavant. Il observait Lucas à l'hôtel, un homme bon, un homme loyal, d'un air inhabituellement nerveux. Une petite partie étrangère de Mathieu sentit une lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'affection, mais il l'enterra immédiatement. L'affection était un passif. L'orgue, qui avait murmuré un prélude, enfla pour la grande marche familière. Les lourdes portes de chêne au fond de la cathédrale s'ouvrirent et la procession commença. Les demoiselles d'honneur, une par une, flottèrent le long de l'allée dans des robes de la couleur d'un ciel crépusculaire. Chacune était parfaite, posée, leurs sourires aussi étudiés et symétriques que les arrangements floraux. Le regard de Mathieu les balaya, cataloguant, rejetant. C'étaient de belles poupées interchangeables. Il les enregistrait non pas comme des femmes, mais comme faisant partie du spectacle. Mais son compte n'était pas bon. Il y avait 5 demoiselles d'honneur à l'hôtel. Il aurait dû y en avoir 6. Un faible murmure, comme le bruissement de feuilles sèches, parcourut les bancs. Une faille dans la tapisserie parfaite du jour, un fil qui dépasse. Mathieu sentit une pointe d'irritation. La nouvelle femme de Lucas, Amélie, était une perfectionniste. Cette petite perturbation serait pour elle une source de fureur privée. L'esprit de Mathieu, toujours stratège, commença à calculer la source de l'échec. Une voiture en panne, un acte de rébellion futile.
C'était un détail insignifiant, mais il heurtait son besoin d'ordre absolu. La mariée entama sa longue marche, une vision de dentelle et de perles, et les invités se levèrent. Mais juste au moment où Amélie atteignit le milieu de l'allée, un son brisa le rythme sacré de la marche. Ce n'était pas un son fort, mais il était si profondément déplacé qu'il trancha l'atmosphère de la cathédrale comme un éclat de verre. C'était le grincement frénétique et désespéré de la vieille charnière de la porte en chêne, suivi d'une brusque inspiration. Toutes les têtes, sauf celle du cortège, se tournèrent. Le regard de Mathieu, froid et analytique, se fixa sur l'entrée. Et c'est là qu'il la vit. Ce n'était pas une entrée, c'était un impact. Une collision magnifique et chaotique avec la perfection étouffante de la journée. Celle-ci, il le sut instantanément, était la demoiselle d'honneur manquante. Elle se tenait figée sur le seuil, son corps un témoignage d'une bataille perdue contre le temps. La robe bleu crépuscule était froissée, le tissu délicat plissé d'une manière qui parlait d'une course effrénée, pas d'une matinée de préparation tranquille. Une seule boucle sombre s'était échappée de sa coiffure élaborée, collée à la peau moite de sa tempe. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration saccadée et visible. Ses joues n'étaient pas délicatement rosées, mais empourprées du rouge vif et brut de l'effort et de la mortification. Elle tenait un petit bouquet de lys d'une poigne crispée, comme si c'était la seule chose qui l'ancrait au sol. Mais ce furent ses yeux qui le saisirent. Ils étaient très grands, de la couleur du whisky ambré, et ils nageaient dans une panique si pure et si peu gardée que c'était une violation d'en être le témoin. Il parcourait la mer de visages qui la fixaient, un animal traqué cherchant un abri. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Mathieu sentit quelque chose s'agiter en lui qu'il ne contrôlait pas. Ce n'était pas du désir, pas de la manière simple et prédatrice qu'il connaissait. C'était un choc de reconnaissance. Dans une pièce remplie de masques, elle était dévastatrice, incandescente de réalité. Son chaos était plus beau que toute la perfection calculée de la cérémonie. C'était la seule note juste dans un orchestre de mensonges. Lui, qui pouvait commander une pièce d'un subtil changement de posture, se retrouva complètement immobile. Il oublia la musique. Il oublia la mariée, son amie, la centaine d'ennemis et d'alliés puissants qui l'entouraient. Son monde entier, un échiquier vaste et complexe, s'était rétréci à l'espace qu'elle occupait. Il pouvait sentir les battements frénétiques de son cœur à 15 mètres de distance. Il pouvait presque goûter la saveur cuivrée de sa panique sur sa langue. Elle sembla se recroqueviller sous le poids d'une centaine de regards, ses épaules se voûtant légèrement. Puis, avec une déglutition visible, elle se força à bouger. La tête baissée, son regard fixé sur le sol en marbre comme si sa vie en dépendait, elle entama une course-marche le long de l'allée latérale, une ombre essayant de se fondre dans les murs de pierre. Elle n'essayait pas de faire une entrée, elle essayait d'effacer celle qu'elle venait de faire. Il suivit chacun de ses mouvements. Il nota le léger, presque imperceptible tremblement de ses mains lorsqu'elle atteignit enfin le devant et se glissa dans l'espace vide au bout de la ligne des mariés. Elle garda la tête baissée, le menton rentré, tout son être rayonnant d'un désir désespéré de devenir invisible. Il pouvait voir la tension dans le muscle de son cou, la rigidité de son dos, alors qu'elle luttait pour retrouver son sang-froid. La cérémonie reprit son cours. Le prêtre parla d'union et de sainteté. Les vœux furent échangés d'une voix claire et répétée. Les alliances, froides et dorées, glissèrent sur les doigts. Mathieu entendait les mots, mais il n'était qu'un bourdonnement lointain, la bande sonore du film muet qui se jouait dans son esprit. Son attention restait fixée sur la femme en bleu. Il la regarda forcer ses mains à s'immobiliser, relever juste assez le menton pour être respectable. Son regard fixé sur un point quelque part au loin, ne voyant délibérément rien. Il vit le moment où une unique larme s'échappa et traça un chemin sur sa joue. Ce n'était pas une larme de joie pour les heureux mariés. Il sut, avec un instinct qui l'avait maintenu en vie pendant des années, que c'était une larme de frustration, de honte, de se sentir dépassé. Et la vue de cette seule larme silencieuse alluma un feu étrange et inconnu dans sa poitrine. C'était un sentiment farouchement protecteur, possessif, qui n'avait aucune origine logique. C'était une impulsion de descendre cette allée, d'effacer les regards de la foule et de la protéger d'un monde qui, de toute évidence, l'avait lésée aujourd'hui.
La pensée était si étrangère, si contraire à sa nature, qu'elle lui parut une trahison envers lui-même. Il était Mathieu, il ne protégeait pas, il possédait, il ne réconfortait pas, il contrôlait. Lucas et Amélie s'embrassèrent. La foule éclata en applaudissements polis et joyeux. L'orgue tonna une marche triomphale. Alors que le cortège se tournait pour partir, les yeux de Mathieu cherchèrent les siens une dernière fois. Pendant une fraction de seconde, alors qu'elle se tournait, son regard se leva et, accidentellement, incroyablement, croisa le sien. Le monde s'effaça. Le bruit, les gens, les lys, tout se dissolut en un flou insignifiant. En cette fraction de seconde, il revit tout, la panique, la fragilité, le combat. Mais il vit autre chose aussi. Une lueur de profondeur profonde, une résilience enfouie sous la surface de sa détresse. Puis, aussi vite que cela s'était produit, elle détourna le regard, une nouvelle vague de couleurs montant à ses joues, alors qu'elle réalisait qu'elle avait été surprise en train de fixer l'homme au premier rang. Elle disparut dans l'allée avec le reste de la procession, avalée par la foule. Mais son image était gravée au dos de ses paupières. Le chaos, la rougeur sur sa peau, la seule boucle rebelle. Les yeux couleur de whisky qu'il avait vus pendant une seconde terrifiante. La cérémonie était terminée. Mais pour Mathieu, quelque chose venait de commencer. La faille dans la perfection du jour n'était plus une irritation, c'était devenu une obsession. Il se leva, ses mouvements aussi fluides et délibérés que toujours, mais à l'intérieur, une plaque tectonique s'était déplacée. Le monde silencieux et ordonné qu'il avait si soigneusement construit avait été fracturé. Et il sut, avec une certitude absolue, qu'il n'aurait de repos qu'après avoir connu le nom de la femme qu'il avait brisée. La réception eut lieu dans un immense country club, un lieu si manucuré et immaculé qu'il en paraissait stérile. Des lustres en cristal dégoulinant de lumière sur des tables chargées d'imposants arrangements floraux et d'argenterie étincelante. L'air vibrait de l'allégresse forcée du cocktail, une symphonie de vers qui tintent, de rires polis, et du bourdonnement grave d'un quatuor à cordes jouant quelque chose d'oubliable dans un coin. Pour Mathieu, le changement de lieu n'altérait en rien l'atmosphère suffocante. C'était le même théâtre, juste une scène différente. Il se tenait près de portes-fenêtres qui donnaient sur une terrasse, un verre de whisky intact à la main. Le poids froid et solide du cristal était une encre familière dans une mer de rituels sociaux insignifiants. Les gens gravitaient autour de lui, leur trajectoire soigneusement calculée. Ils s'approchaient avec une fausse décontraction, offraient leurs félicitations pour Lucas, puis tentaient de pivoter vers les affaires. Ils les déviaient tous d'un mot calme ou d'un regard si dépourvu de chaleur qu'il aurait pu geler la vapeur. Il était passé maître dans l'art de construire des murs invisibles. Mais ce soir, ces murs avaient des fissures. Son regard balaya la salle de bal, non pas avec son évaluation stratégique habituelle, mais avec une concentration singulière et prédatrice. Il cherchait une touche de bleu crépusculaire. Il la trouva près du mastodonte de gâteau de mariage, partiellement caché par une fougère en pot. Clara. Il avait appris son nom de Lucas dans un bref échange sec. Clara, la cousine d'Amélie, toujours à son propre rythme. Lucas l'avait dit en secouant la tête avec une contrariété affectueuse. Pour Mathieu, le nom semblait calme et simple, un contraste frappant avec le beau désarroi de la femme elle-même. Elle sirotait une coupe de champagne, la tenant à deux mains comme si c'était un bouclier. Elle n'était plus l'épicentre d'une crise, mais la maladresse silencieuse de sa posture lui disait qu'elle ressentait encore le picotement de son arrivée tardive. Elle ne se mêlait pas aux autres. Elle se cachait à la vue de tous, son attention fixée sur les fleurs en sucre complexes du gâteau, les étudiants avec une intensité qui suggérait qu'elle essayait de mémoriser chaque pétale. Il observa la façon dont ses doigts, longs et délicats, traçaient la condensation sur son verre. Il imagina ses doigts, tachés d'encre ou de poussière de vieux livres, réparant minutieusement une page déchirée. Il y avait en eux une compétence tranquille qui le fascinait. Il observa la manière subtile dont elle transférait son poids d'un pied à l'autre, un petit mouvement agité qui trahissait le calme qu'elle essayait de projeter. Il pouvait sentir son malaise de l'autre côté de la pièce, un bourdonnement à basse fréquence qui vibrait quelque part au fond de sa poitrine. Personne ne lui parlait. Elle était une île.
Les autres demoiselles d'honneur, maintenant regroupées dans un nuage de parfums et d'auto-félicitations, lui lançaient occasionnellement des regards froids. Elle était la faille, celle qui avait terni la photo parfaite. Mathieu sentit la même poussée de colère illogique qu'à l'église. C'était un instinct primitif, territorial, de vider la pièce, de faire taire les chuchotements, d'éliminer le jugement dans leurs yeux. Il détestait ce sentiment. C'était une perte de contrôle, et il n'avait pas volontairement abandonné le contrôle d'une émotion depuis 15 ans. Il prit une décision. Ce n'était pas une pensée, pas un plan, mais une impulsion pure et indéniable. Il posa son whisky intact sur le plateau d'un serveur qui passait et commença à se déplacer. La foule s'écarta pour lui. Elle le faisait toujours. C'était une déférence silencieuse et instinctive qu'il avait cultivée au fil des années d'autorité absolue. Il se déplaçait non pas avec vitesse, mais avec une grâce délibérée et troublante, sa destination claire. Il vit le moment où elle sentit son approche. Ses épaules se tendirent avant même qu'elle ne lève les yeux. C'était comme si elle pouvait sentir le changement d'énergie dans la pièce, la concentration soudaine du prédateur. Sa tête se leva lentement et ses yeux couleur de whisky croisèrent les siens. La panique de l'église avait disparu, remplacée par une curiosité gardée, une appréhension silencieuse. De près, il pouvait voir le léger semis de taches de rousseur sur l'arête de son nez, un détail si humain et imparfait qu'il en était à couper le souffle. Il s'arrêta à une distance respectable d'elle, faisant attention de ne pas la presser, de ne pas l'intimider. C'était un acte de retenue conscient, une courtoisie qu'il n'accordait que rarement à quiconque. « Clara » dit-il. Son nom était un murmure grave, pas une question. Elle scia, surprise. Le son de son nom sur ses lèvres sembla l'étonner. « Oui » répondit-elle, sa voix plus douce qu'il ne l'avait imaginé, comme du velours usé. « Excusez-moi, nous nous sommes déjà rencontrés. » Mathieu. Il ne proposa pas de poignée de main, il ne proposa pas de titre, juste son nom. C'était tout ce qui était nécessaire. Il la regarda l'assimiler, vit la lueur de reconnaissance, le subtil écarquillement de ses yeux alors qu'elle le situait. Elle savait qui il était. Tout le monde dans cette pièce savait qui il était. Elle était la cousine de la mariée, mais elle était aussi maintenant dans l'orbite du monde de Lucas, le monde de Mathieu. Une légère rougeur monta à son cou, une couleur charmante et traîtresse qui trahissait son sang-froid. « Bien sûr, vous êtes le témoin de Lucas. »« En effet, » confirma-t-il son regard inébranlable, « vous avez fait sensation aujourd'hui. » Il le dit sans jugement, une simple déclaration de fait, mais il la vit tressaillir. Ses jointures blanchirent autour de sa flûte de champagne. C'était inévitable, une crise au travail. Je m'excuse si j'ai perturbé la cérémonie. Vous ne l'avez pas perturbée, dit Mathieu, et il se pencha juste un peu, baissant la voix pour qu'elle seule puisse entendre. L'air entre eux devint soudainement chargé, intime. Vous l'avez amélioré. La perfection est fastidieuse. Son souffle se coupa. C'était un son minuscule, presque inaudible, mais pour ses sens aiguisés, il était aussi fort qu'un coup de feu. Elle le regarda, vraiment le regarda pour la première fois. Elle inclina la tête et il pouvait voir les rouages tourner derrière ses yeux. Elle le réévaluait, essayant de concilier l'homme à la réputation redoutable avec l'homme qui venait de lui faire le compliment le plus étrange et le plus inattendu. « Je ne pense pas qu'Amélie serait d'accord avec vous, » balbutia-t-elle, un fantôme de sourire touchant ses lèvres. C'était un petit geste nerveux, mais il transforma son visage, adoucissant les bords de son anxiété. « L'opinion d'Amélie a peu de conséquences pour moi, » déclara-t-il simplement. L'honnêteté de la remarque, si abrupte et déplacée au milieu des fictions polies de la soirée, sembla la désarmer complètement. Un silence confortable s'installa entre eux. Il n'était pas vide. Il était rempli des choses qu'il ne disait pas. Il voulait demander quel genre de crise pouvait mettre une femme comme elle en retard au mariage de sa cousine. Il voulait savoir ce qu'elle faisait dans la vie qui pouvait commander une dévotion aussi urgente. Il voulait tracer la ligne de cette boucle échappée sur sa tempe. Elle rompit le silence la première. « Merci », dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi ? Pour ne pas me regarder comme si j'étais un désastre. » Son regard glissa vers les autres demoiselles d'honneur, un battement de cils si rapide qu'il faillit le manquer. Mais il ne manqua rien. « Un désastre est une question de perspective, » répondit-il. « Je vois quelqu'un qui a mené une bataille aujourd'hui,
et qui est venu quand même. La plupart des gens ne se présentent même pas pour la bataille. Il n'avait aucune idée d'où venaient ces mots. Ils n'étaient pas calculés. Ils ne faisaient pas partie d'une stratégie. C'était une vérité qui avait surgi sans y être invité d'une partie profonde et longtemps endormie de lui-même. Sa réaction fut profonde. La tension dans ses épaules se relâcha, le regard gardé dans ses yeux s'adoucissant en quelque chose de plus chaud, de plus vulnérable. C'était comme si ces mots lui avaient donné la permission de respirer. Il avait passé sa vie à couper le souffle des gens par la peur. Il découvrait à ce moment-là que faire respirer une personne de soulagement était une forme de pouvoir bien plus puissante. Et c'était un pouvoir qu'il se découvrit, à son propre étonnement, vouloir exercer encore et encore. Uniquement pour elle. Le quatuor à cordes avait été remplacé par un groupe de musique, et la musique passa d'un bruit de fond poli à une pulsation rythmique et persistante qui vibrait à travers le parquet ciré. La salle de bal était plus bruyante maintenant, plus pleine, la retenue initiale des invités se dissolvant sous l'influence du vin cher et de l'illusion de sécurité. Des couples commençaient à dériver vers la piste de danse, se déplaçant en cercles prescrits et élégants sous la lumière froide des lustres. Mathieu n'avait pas bougé. Il restait aux côtés de Clara, une sentinelle silencieuse. Il avait créé une petite bulle d'immobilité invisible autour d'eux. Personne ne s'approchait, personne n'interrompait. Sa simple présence était un bouclier, un panneau « Ne pas déranger », écrit dans un langage de pouvoir que tout le monde dans la pièce comprenait. Et il savait, avec une certitude qui s'installa au plus profond de ses os, qu'elle le sentait aussi. Elle n'était plus une île anxieuse, elle était un territoire protégé. Il la regarda siroter son champagne, ses mouvements moins sur la défensive maintenant. Elle n'était toujours pas entièrement à l'aise, mais l'énergie frénétique et traquée avait disparu, remplacée par une vigilance tranquille. Elle observait la pièce, son regard s'attardant sur les couples qui dansaient avec une curiosité mélancolique, presque académique, comme si elle étudiait les coutumes d'une tribu étrangère. « Vous n'êtes pas une danseuse », affirma-t-il. Ce n'était pas une question, il avait déjà catalogué chacun de ses gestes. Il savait que la façon dont elle se tenait, avec une sorte de grâce introvertie, suggérait une personne plus à l'aise dans des espaces calmes et concentrés que sur une piste de danse bondée. Ses lèvres se courbèrent à nouveau en ce petit sourire hésitant. Cela produisit un effet étrange à l'intérieur de lui, un resserrement lent et inconnu dans sa poitrine. C'est si évident. « Vous les regardez comme si vous lisiez un livre, » dit-il. Essayant de comprendre la structure, les règles tacites. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et elle tourna toute son attention vers lui. Le regard qu'elle lui lança était un regard de surprise sincère, d'être vue d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. C'est remarquablement exact. Mon travail consiste à trouver l'histoire sous la surface. Je suppose que ça devient une habitude. L'ouverture était là. La question qu'il avait voulu poser à l'Église. Votre travail. La crise qui vous a mis en retard. Le sourire disparut de ses lèvres, remplacé par une faible ombre de l'anxiété précédente. Son regard retomba sur son verre. Ça doit sembler terriblement futile. Une urgence familiale, un problème médical, ce sont des raisons valables d'être en retard. Un livre n'en est pas une. Dites-moi, ordonna-t-il. Le mot était trop dur, trop habitué à être obéi. Il la vit se raidir et se maudit mentalement. Il adoucit son ton, une modulation subtile qui lui coûta un effort considérable. « J'aimerais savoir. » Elle hésita un instant, faisant tournoyer le liquide or pâle dans sa flûte. « Je suis restauratrice de livres et de manuscrits, » commença-t-elle à voix basse. « Je restaure des manuscrits rares. Ce matin, je travaillais sur un livre d'heures du XVe siècle. Les niveaux d'humidité dans la chambre forte du laboratoire ont mal fonctionné pendant la nuit. Les pages en vélin commençaient à se déformer. Si j'étais parti, l'enluminure, l'encre, cela aurait été catastrophique, des dommages irréversibles. » Il écouta, l'imaginant. Il la voyait, non pas dans cette robe de demoiselle d'honneur mal ajustée, mais dans une pièce calme et ensoleillée, le front plissé de concentration, ses mains délicates et compétentes, travaillant avec une précision minutieuse pour sauver quelque chose de beau et de fragile de la ruine. L'image était si vivante, si puissante, qu'elle éclipsa toute la salle de bal. Elle n'était pas seulement une restauratrice d'objets,
Elle était une gardienne de l'histoire, des histoires. Elle luttait contre le temps et la décomposition. Vous avez donc choisi de sauver un livre de 500 ans plutôt que d'arriver à l'heure au mariage de votre cousine, résuma-t-il. Ça a l'air horrible dit comme ça, murmura-t-elle, une rougeur remontant sur ses joues. Je sais que c'était le mauvais choix socialement. J'ai blessé Amélie. Mais je ne pouvais pas simplement partir. C'était comme laisser une chose vivante mourir. Ce n'était pas le mauvais choix, dit Mathieu, et la conviction dans sa propre voix le surprit. Lui, un homme qui traitait avec le présent brutal et non sentimental, se retrouvait émerveillé par son dévouement au passé. Son monde consistait à démolir des choses, le sien consistait à les reconstituer. C'était le seul choix que vous pouviez faire. Cela montre du caractère, de la dévotion. Ses yeux, chauds comme le whisky et interrogateurs, se verrouillèrent sur les siens. La conversation polie s'était évaporée. Ils étaient maintenant dans un territoire différent, un lieu d'honnêteté inattendue et brute. Elle vit quelque chose sur son visage, une intensité à la fois effrayante et fascinante, et elle ne détourna pas le regard. Ce fut Lucas qui rompit le charme. Il apparut au coude de Mathieu, le visage rouge de champagne et de bonheur. « Te voilà. Caché dans un coin, je dois voler mon témoin pour un toast. » Il sourit ensuite chaleureusement à Clara. « Et cousine Clara, je vois que tu as rencontré l'homme mystérieux. Ne le laisse pas t'intimider. Il est beaucoup moins méchant qu'il n'en a l'air. » Le regard de Mathieu sur Lucas était glacial. L'interruption fut comme un seau d'eau glacée, le ramenant à la réalité étouffante de la réception. Mais Clara offrit simplement à Lucas un sourire sincère et doux. « Il m'a tenu parfaitement compagnie, Lucas. Félicitations, vous et Amélie êtes magnifiques ensemble. » La sincérité dans sa voix était indubitable. Il n'y avait pas de jalousie, pas de ressentiment persistant à propos du jugement silencieux du matin. Elle était simplement purement heureuse pour sa cousine. Ceci, réalisa Mathieu, était une autre facette de son caractère, une capacité à faire preuve de grâce sous la pression. « Je reviens, » dit Mathieu à Clara. Ce n'était pas une suggestion, c'était une promesse, un vœu. Elle hocha simplement la tête, ses yeux retenant les siens une seconde de plus que nécessaire, avant qu'il ne se tourne pour suivre Lucas vers la scène. Alors qu'il s'éloignait, il pouvait sentir son regard sur son dos. La sensation était aussi tangible qu'un contact, un point chaud entre ses omoplates. Il se tenait à côté de Lucas sur la scène, le micro à la main, les visages d'une centaine de personnes puissantes tournés vers lui. Il prononça le toast qu'il avait préparé, les mots coulant avec leur aisance habituelle. Il parla de loyauté, de fraternité, de l'avenir. Les mots étaient parfaits. La prestation était impeccable. Les applaudissements furent tonitruants. Mais il n'était pas là. Son esprit était toujours dans le coin près du gâteau de mariage. Il pensait à l'odeur du vieux papier et à l'intensité tranquille d'une femme qui risquerait le déshonneur social pour sauver une histoire mourante. Il pensait à sa rougeur, à son sourire, à la façon dont elle lui faisait sentir autre chose que le poids froid et dur de son propre pouvoir. Alors qu'il levait son verre au marié, ses yeux trouvèrent les siens dans la foule. Elle le regardait, son expression illisible. Et à ce moment-là, Mathieu comprit que le plus grand danger dans la pièce n'était pas le chef de la famille rivale assis à la table 3, ni le sous-fifre ambitieux qui voulait son poste. Le plus grand danger était une restauratrice de livres discrète, dans une robe bleu crépuscule, qui, en l'espace d'une seule soirée, avait percé chacune de ses défenses sans même essayer. Le toast était terminé. Les poignées de main et les tapes dans le dos requises furent endurées. Mathieu s'extirpa de la cohue étouffante des sympathisants avec une efficacité exercée et impitoyable. Ses mouvements étaient fluides, économiques, chaque pas le ramenant vers le coin où il avait laissé Clara. Mais elle était partie. L'espace près du gâteau de mariage était vide. Sa flûte de champagne gisait abandonnée sur une table voisine, une légère trace de son rouge à lèvres sur le bord. Une colère froide et irrationnelle s'enroula dans ses entrailles. C'était la colère d'un stratège dont le coup soigneusement planifié avait été contré de manière inattendue. Il avait fait une promesse, « Je reviens », et il s'était attendu à ce qu'elle soit là, à l'attendre. C'était une supposition arrogante, il le savait, née d'une vie entière de gens qui l'attendaient. Mais la déception fut vive, physique. Son regard balaya de nouveau la pièce.
cette fois avec une précision froide et méthodique. Il scruta la piste de danse, le bar, les groupes d'invités qui bavardaient. Il ne la vit pas. C'était comme si elle s'était simplement évaporée. La salle de bal, qui quelques instants auparavant semblait chargée d'une étrange nouvelle énergie, paraissait maintenant plate et sans couleur, le bruit et la musique agressant ses nerfs. Il se tourna vers les portes-fenêtres près desquelles il s'était tenu plus tôt, un instinct primaire le guidant. Les portes étaient légèrement entr'ouvertes, laissant entrer un filet d'air frais de la nuit. Il en poussa une et sortit sur la large terrasse en pierre. Le changement fut immédiat. La chaleur et le bruit oppressant de la réception s'évanouirent, remplacés par le doux chant des grillons et le murmure d'une brise bruissant dans les jardins méticuleusement aménagés. La terrasse était faiblement éclairée par des lanternes ornées, projetant de longues ombres dansantes. Et là, au fond, se découpant sur la vaste étendue sombre du terrain de golf, se trouvait sa silhouette. Elle se tenait près de la balustrade en pierre, les bras enroulés autour d'elle-même, non pas comme si elle avait froid, mais comme si elle se maintenait. Elle avait enlevé ses talons inconfortables qui étaient posés sagement à côté d'elle sur le sol. Elle regardait la lune, un disque d'argent parfait dans le ciel d'encre, et pendant un moment, Mathieu se contenta de l'observer. Ici, loin du jugement et du bruit, elle semblait différente. L'énergie anxieuse s'était apaisée, remplacée par une immobilité profonde et solitaire. Il pouvait voir la ligne élégante de son cou, la douce courbe de sa colonne vertébrale. Elle paraissait fragile et forte à la fois, un paradoxe qui lui serra quelque chose dans la poitrine. Il se sentit comme un intrus, une ombre espionnant un moment privé et sacré. Le sentiment était malvenu. Il n'était jamais l'intrus. Il était celui dont la présence définissait l'espace. Il se dirigea vers elle, ses chaussures en cuir de luxe ne faisant presque aucun bruit sur les dalles. Elle ne sursauta que lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas, un témoignage de la profondeur de ses pensées. « Je vous avais dit que je reviendrais », dit-il, sa voix un grondement sourd dans la nuit calme. Elle se tourna, sa main volant vers sa poitrine dans un petit geste involontaire de surprise. « Mathieu. » J'avais juste besoin d'air. Il y avait un peu trop de bruit à l'intérieur. Je sais. Il vint se tenir à côté d'elle, près de la balustrade, pas trop près, mais assez pour qu'il puisse sentir la faible chaleur qui émanait d'elle. Il pouvait sentir son parfum, pas un parfum de marque, mais quelque chose de bien plus subtil et enivrant. C'était l'odeur propre de sa peau, mélangée à une légère odeur de papier qu'il imaginait s'accrocher à elle de son travail. C'était son odeur. Ils restèrent en silence pendant un long moment, regardant l'obscurité. C'était un silence différent de celui qu'ils avaient partagé à l'intérieur. Celui-ci était plus profond, plus naturel, rempli des bruits de la nuit. « C'est paisible ici, » dit-elle doucement. « La paix est une denrée rare, » répondit-il, les mots ayant le goût du gravier dans sa bouche. La paix était un concept étranger pour lui, un luxe accordé aux hommes qui ne dormaient pas d'un œil. Elle tourna la tête pour le regarder, son expression sérieuse à la douce lumière des lanternes. « Vous ne semblez pas être un homme qui en ait beaucoup. » C'était une déclaration audacieuse, une observation directe et personnelle que personne n'avait osé lui faire en face depuis des années. Il sentit le vieil instinct familier de se fermer, de se retirer derrière son masque d'indifférence froide. Mais il découvrit qu'il ne le pouvait pas. Pas avec elle. « Je n'en ai pas, » admit-il. L'aveu ressemblait à une pierre tombant dans un puits profond. Pourquoi? La question était simple, directe, dépourvue de peur ou de ruse. Elle n'essayait pas de fouiner ou de prendre un avantage. Elle était juste curieuse. Il la regarda, son visage sincère et ouvert, et sentit une impulsion dangereuse de lui dire la vérité. De lui parler du poids de l'empire qu'il commandait, de la violence qui était le fondement de son pouvoir, des fantômes qui hantaient ses moments les plus calmes. Mais il ne le pouvait pas. L'inviter dans ce monde serait la souiller. « Mon travail, dit-il finalement, les mots étant une vaste et délibérée litote, est compliqué. » Un petit sourire entendu effleura ses lèvres. Comme un livre écrit dans une langue que personne d'autre ne peut lire, l'analogie était si inattendue, si parfaite, qu'elle le laissa momentanément sans voix. Elle voyait son monde non pas comme un champ de bataille, mais comme un texte, un récit complexe et codé. En une phrase, elle avait montré plus de compréhension que n'importe qui dans toute sa vie. Quelque chose comme ça, concéda-t-il, la voix rauque.
Elle se tourna de nouveau vers la vue, les bras toujours enroulés autour d'elle. « Je pense que je peux comprendre ça. Parfois, quand je travaille sur un manuscrit, je suis la seule personne au monde à connaître ses secrets. Les notes griffonnées dans les marges par un moine il y a 5 siècles, les minuscules défauts du parchemin, la raison pour laquelle un certain passage a été barré, c'est un sentiment très solitaire, d'être le seul à connaître toute l'histoire. » Il fixait son profil, la façon dont le clair de lune attrapait la courbe de sa pommette. Il avait construit toute sa vie sur le fait d'être le seul à connaître toute l'histoire. Il avait toujours considéré cela comme une position de force ultime. Mais en l'entendant le décrire, il entendit pour la première fois l'écho de son vrai nom, la solitude. « Quelle est votre histoire, Clara ?» demanda-t-il, la question lui échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. C'était trop personnel, trop direct. Elle eut un rire doux et autodépréciateur. « Mon histoire ? Oh, elle n'est pas très excitante. Elle est calme et poussiéreuse et remplie de choses que la plupart des gens ont oubliées. »« Je ne crois pas ça, » dit-il, la voix intense. « Je pense que votre histoire parle de sauver des choses, et il n'y a rien de plus excitant ou de plus important que ça. » Elle resta silencieuse. Il vit une vague d'émotions passer sur son visage. Surprise, confusion et autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Elle se tourna finalement pour lui faire face, la balustrade en pierre pressée contre son dos. L'espace entre eux semblait incroyablement petit, chargé d'un courant qui n'avait rien à voir avec la fiction polie de la réception à l'intérieur. « Personne n'a jamais dit ça de mon travail avant, » murmura-t-elle. « De moi. » « Alors ils n'ont pas fait attention, dit-il, et avec un mouvement lent et délibéré qui semblait à la fois terrifiant et inévitable, il tendit la main et glissa doucement la mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Ses jointures effleurèrent la peau douce et chaude de sa tempe. Le contact fut électrique, un choc qui parcourut son bras et alla droit dans sa poitrine. Il vit ses pupilles se dilater, sentit le doux hoquet de sa respiration. Le monde entier, les grillons, la brise, la musique lointaine s'évanouit. Il n'y avait que la sensation de sa peau sous ses doigts et le besoin soudain, écrasant, indéniable, de se pencher plus près. Chapitre 5. Le temps s'étira et devint lent comme de la mélasse. Les doigts de Mathieu s'attardèrent une fraction de seconde contre sa peau, une marque de chaleur dans l'air frais de la nuit. C'était le contact le plus hésitant, le plus doux qu'il ait jamais accordé. Pourtant, il portait le poids d'un changement tectonique. Pour lui, le toucher était une question de contrôle, de possession, d'affirmation de domination. C'était différent. C'était une question, une exploration. Son souffle se coupa, un son doux et bref dans le silence intime. Elle ne recula pas, elle ne tressaillit pas. Au lieu de cela, son corps sembla se pencher vers son contact, une attraction infinitésimale et magnétique qu'il ressentit jusqu'au plus profond de son être. Ses yeux couleur de whisky étaient grands, lumineux au clair de lune, et dans leur profondeur il ne vit pas la peur mais un sentiment naissant et vertigineux d'émerveillement. C'était le même regard de découverte qu'il imaginait qu'elle portait en découvrant un détail caché dans l'un de ses manuscrits anciens. Il était un texte qu'elle lisait soudainement, inexplicablement. L'envie de combler la distance entre eux était une douleur physique, un besoin viscéral et primaire qui l'emportait sur tous les instincts calculés qu'il possédait. Son monde était un monde de conséquences, d'actions et de réactions, de coups planifiés 10 longueurs à l'avance. Mais ici, avec elle, il n'y avait pas de stratégie. Il n'y avait que la gravité brute et indéniable du moment présent. Il laissa sa main retomber, la perte de contact se faisant sentir de manière immédiate et profonde. Il vit une lueur de déception dans ses yeux avant qu'elle ne la masque. Il serra les doigts en un point à son côté, le souvenir de la texture de sa peau, incroyablement douce, incroyablement chaude, déjà une sensation fantôme qu'il voulait retrouver. « Je devrais rentrer », murmura-t-elle, mais elle ne fit aucun mouvement pour partir. Sa voix était mal assurée, un fil fragile dans le silence chargé. Elle était toujours clouée par son regard, par la chose tacite qui venait de se passer entre eux. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix basse et rauque. Il ne voulait pas qu'elle parte. Il voulait la garder ici, au clair de lune, dans cette bulle de temps volée où les règles de son monde ne semblaient pas s'appliquer. « Ma cousine. » Les demoiselles d'honneur
Elles se demanderont où je suis. Ces raisons sonnaient creux, comme des excuses qu'elle se donnait à elle-même, essayant de reconstruire le mur qu'il venait de franchir sans effort. « Laissez-les se demander », dit Mathieu, et les mots étaient un rejet silencieux de tout son monde d'obligations sociales. Il lui offrait une évasion, un asile temporaire sur son propre territoire de défi. Pour un homme qui n'offrait rien gratuitement, c'était un cadeau sans précédent. Elle regarda de ses yeux à sa bouche, et inversement, un débat silencieux et vacillant se jouant sur son visage. Il pouvait voir la guerre en elle, l'habitude ancrée de faire ce qui est juste, d'être la bonne cousine, la personne fiable, contre cette nouvelle possibilité terrifiante et exaltante. « Je ne suis pas comme vous, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Je ne peux pas simplement ignorer les gens, les obligations. »« Je sais, » dit-il doucement. Et c'était tout l'enjeu. Elle était tout ce qu'il n'était pas. Elle était la lumière pour son ombre, la création pour sa destruction, le devoir pour sa domination. Et pour une raison quelconque, au lieu de créer un gouffre entre eux, cela avait forgé une connexion si puissante qu'elle lui coupait le souffle. Une nouvelle chanson commença à l'intérieur de la salle de bal, une ballade lente et mélodique. Le son dériva sur la terrasse, un air mélancolique et romantique qui les enveloppa. Sans réfléchir, sans planifier, il lui tendit la main. C'était une invitation, une question, un risque monumental. Clara fixa sa main. C'était une grande main, puissante, avec des ongles propres et courts et des jointures marquées qui parlèrent d'une violence qu'elle ne pouvait pas comprendre. C'était une main qui pouvait briser des choses. Qui avait brisé des choses? Et pourtant, elle lui était offerte maintenant, paume vers le haut, dans un geste d'invitation pure et sans fioriture. Elle hésita pendant ce qui sembla une éternité. Il pouvait voir le pouls battre frénétiquement à la base de sa gorge. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il attendit simplement, lui accordant la seule chose qu'il donnait rarement à quiconque, un choix. Il était préparé au rejet. Il s'y attendait à moitié. Une femme comme elle devrait, en toute logique, fuir un homme comme lui. Mais alors, avec une grâce lente et délibérée qui fit marteler son cœur contre ses côtes, elle leva sa propre main et la plaça dans la sienne. Ses doigts étaient frais et fins contre sa paume. Son contact était hésitant, mais ferme. Au moment où leur peau se toucha, le bourdonnement électrique de bas niveau qui crépitait entre eux s'enflamma. Ce n'était pas une étincelle, c'était un incendie. Il enroula ses doigts autour des siens, son pouce caressant la peau délicate de son poignet. Il la sentit frissonner. Il l'attira doucement loin de la balustrade, vers le centre de la terrasse vide. Les lanternes jetaient une douce lueur dorée autour d'eux, créant une piste de danse privée juste pour eux. Il plaça son autre main au creux de ses reins, la fine soie froissée de sa robe une mince barrière contre la chaleur de sa peau. Elle posa sa main libre sur son épaule, son contact aussi léger qu'un soupir, et puis ils commencèrent à bouger. Ce n'était pas une danse, aux pas étudiés. C'était un balancement lent et simple, un rythme partagé guidé par la musique mélancolique et les battements silencieux et tonitruants de leur propre cœur. Ils menaient, elle suivait, leurs corps se mouvant ensemble avec une aisance qui semblait à la fois nouvelle et ancienne. Il la tenait avec une révérence prudente, terrifié que s'il la serrait trop fort, cette créature belle et fragile se briserait dans ses bras. Il baissa les yeux sur elle. Sa tête était légèrement inclinée, son regard fixé sur le revers de son costume. Il pouvait voir la longue courbe sombre de ses cils contre sa joue. Il pouvait sentir ce parfum enivrant et unique qui était le sien. Pour la première fois, il ressentit un moment de quelque chose qui ressemblait à la paix. Ce n'était pas l'absence de conflit, mais sa présence à elle. Il avait orchestré 1 millier de jeux de pouvoir, négocié une centaine de traités, mis fin à une douzaine de guerres. Mais rien de tout cela, rien, n'avait jamais semblé aussi important que cela. Tenir cette femme dans ses bras, sous la lune, se balançant sur une chanson oubliée. Il réalisa avec une clarté terrifiante qu'il n'était plus celui qui contrôlait. Il avait offert sa main et elle l'avait prise, et ce faisant, elle avait pris quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il avait à donner. La chanson se termina. La dernière note plaintive d'un violon resta suspendue dans l'air nocturne un instant, puis se dissolut dans le chant des grillons.
Mais ils n'arrêtèrent pas de bouger. Pendant quelques battements de cœur, ils continuèrent leur lent balancement silencieux, pris dans le sillage de la mélodie, ne voulant pas rompre le charme. Mathieu fut le premier à s'immobiliser. Il le devait. L'intimité du moment devenait une présence physique, une troisième entité dans l'espace entre eux. C'était trop vite. Son esprit, le moteur froid et calculateur qui avait assuré sa survie pendant 3 décennies, lui hurlait. Danger, vulnérabilité, exposition. Il relâcha lentement, à contre-cœur, sa prise, sa main glissant du creux de ses reins. Il garda cependant sa main. La pensée de rompre complètement la connexion physique était insupportable. Sa main semblait petite et incroyablement fragile dans la sienne. Il la souleva, la retourna, son pouce traçant les veines bleues délicates qui couraient sous la peau pâle de son poignet. Il l'étudiait, comme si elle était une carte menant à un pays qu'il n'avait jamais su exister. Clara leva enfin la tête, ses yeux rencontrant les siens. La méfiance avait disparu, balayée par la musique et le clair de lune. Ce qui restait était une vulnérabilité brute et non gardée qui reflétait le chaos dans sa propre poitrine. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, sa respiration douce et régulière. Elle ne le regardait pas comme Mathieu, le don craint, le puissant homme d'affaires. Elle regardait l'homme qui venait de la tenir comme si elle était faite de verre filé. « Vos mains, dit-il, sa voix un râle bas. Il passa son pouce sur le bout de ses doigts, notant les légers cals. Elles ne correspondent pas au reste de vous. Un léger froncement de sourcils curieux se dessina sur son front. Que voulez-vous dire? Le reste de vous est doux, il peina à trouver le mot. Élégant. Ce sont des mains qui travaillent. Fortes. Il savait instinctivement que c'étaient les mains qui sauvaient les livres. C'étaient des mains qui avaient un but. Elle baissa les yeux sur leurs mains jointes, une rougeur montant à ses joues. Je suppose qu'elles le sont. Tous les solvants et les outils. Ce n'est pas très glamour. Le glamour est une illusion, dit-il, son regard intense. La force est réelle. Il parlait de plus que de ses mains. Il parlait de la femme qui avait affronté une salle pleine de jugements avec une dignité tranquille. La femme qui choisissait le devoir plutôt que la commodité. La femme qui n'avait pas peur de croiser son regard et de lui demander pourquoi. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix féminine et aiguë trancha leur monde privé. « Clara, tu es là ?» Ils se tournèrent tous les deux. Amélie, la mariée, se tenait dans l'embrasure des porte-fenêtres, sa robe blanche parfaite brillant dans la pénombre. Son expression était un masque de préoccupation soigneusement construit, mais Mathieu pouvait voir l'acier en dessous. Ses yeux passèrent du visage de Clara à celui de Mathieu, puis, de manière significative, à leurs mains toujours jointes. Mathieu lâcha sa main comme s'il s'était brûlé. Les vieux réflexes, l'instinct de dissimuler, de nier, de protéger, s'enclenchèrent avec la force d'un raz de marée. Il ressentit une fureur froide face à l'intrusion, face à Amélie, face au monde entier pour avoir osé imposer ses règles à ce moment volé. Clara fit un petit pas involontaire en arrière, le charme entre eux se brisant en 1 million de morceaux. La connexion fut coupée, la bulle éclatée. Elle redevint la cousine maladroite et il redevint le témoin intimidant. « Amélie, dit Clara, sa voix un peu trop enjouée, je prenais juste l'air. Nous te cherchions toutes, dit Amélie, son regard toujours fixé sur Mathieu, un mélange de suspicion et d'un étrange avertissement possessif dans ses yeux. Elle revendiquait un territoire non seulement sur sa cousine, mais sur l'ordre social de la soirée. Mathieu était une figure de pouvoir immense, et dans son esprit, il n'était pas destiné à la discrète et studieuse Clara. Lucas va couper le gâteau. « Tu ne peux pas manquer ça. » C'était un ordre déguisé en invitation. « Bien sûr, » murmura Clara, les yeux rivés au sol. Elle ne voulait pas le regarder. « J'arrive. » Elle se tourna vers Mathieu, une lueur de la panique antérieure de retour dans ses yeux. « C'était agréable de discuter avec vous, Mathieu. » C'était la phrase polie et distante d'une étrangère, un effacement brutal de l'intimité qu'ils venaient de partager. C'était une retraite vers la sécurité. Elle passa devant lui, ses pieds nus silencieux sur la pierre, récupérant ses chaussures avant de suivre Amélie dans la luminosité étouffante de la salle de bal. Elle ne se retourna pas. Mathieu resta seul sur la terrasse, l'air froid de la nuit, se sentant soudain hostile. La chaleur de sa main n'était déjà plus qu'un souvenir fugace, remplacé par la prise familière et glaciale de l'isolement.
On lui avait donné un aperçu d'un autre monde, un monde plus calme, plus chaleureux, plus significatif, puis on le lui avait arraché. Il entendit le groupe entamer une chanson joyeuse et odieuse. Il entendit le rugissement des rires de l'intérieur. Il sentit les murs invisibles qu'il avait construits autour de lui se remettre en place, plus épais et plus hauts que jamais. Mais c'était différent maintenant. Avant, il n'avait pas su de quoi il s'isolait. Maintenant, il le savait. Il baissa les yeux sur sa propre main, celle qui avait tenu la sienne. Elle semblait vide, étrangère. Il avait passé toute sa vie d'adulte à acquérir des choses, des entreprises, des territoires, de la loyauté, de la peur. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, et rien de ce dont il avait besoin. Il tourna le dos à la lumière et au bruit de la fête et fixa l'obscurité vaste et impitoyable. La paix qu'il avait ressentie dans ses bras avait disparu, remplacée par une résolution froide et dure. Il avait fait une erreur ce soir. Il avait permis une fissure dans son armure. Il avait ressenti quelque chose. Il ne laisserait pas cela se reproduire. Mais alors qu'il se tenait là, une silhouette solitaire dans l'ombre, il savait que c'était un mensonge. Il l'avait touchée. Il avait dansé avec elle. Il avait vu la femme derrière la façade tranquille. Il pouvait construire ses murs aussi haut qu'il le voulait, mais il était trop tard. Elle était déjà à l'intérieur. Le reste de la soirée fut une étude de torture contrôlée. Mathieu se força à retourner dans la salle de bal, l'air semblant maintenant 10 fois plus chaud. Le bruit, une agression physique pour ses sens. Il était une machine, fonctionnant avec le carburant froid et efficace de l'habitude. Il hocha la tête, offrit des plaisanteries laconiques et dénuées de sens, regarda Lucas et Amélie couper le gâteau ridiculement orné. Pendant tout ce temps, il était intensément, douloureusement conscient de Clara. Elle était de l'autre côté de la pièce, réabsorbée par le cortège nuptial. Elle tenait une part de gâteau qu'elle ne mangeait pas, son sourire une chose pâle et fragile qu'elle portait comme un manteau emprunté. Elle riait quand les autres demoiselles d'honneur riaient, mais ses yeux étaient lointains, ses pensées à des millions de kilomètres. Il le savait car les siennes l'étaient aussi. Elles étaient de retour sur la terrasse, au clair de lune, prises dans l'écho d'une chanson triste et douce. Leurs regards ne se croisèrent qu'une seule fois de plus à travers la salle bondée. Ce fut une collision fugace et accidentelle. Il vit un éclair de quelque chose dans ses yeux, confusion, regret, une étincelle du même désir qui le creusait actuellement de l'intérieur. Puis elle détourna le regard, son attention immédiatement réclamée par l'une des autres femmes. Le moment était passé. Il partit sans dire au revoir. Il ne disait jamais au revoir. Il disparaissait simplement, son absence une déclaration plus puissante que n'importe quel adieu. Son chauffeur attendait, la berline noire un cocon silencieux et blindé contre le monde extérieur. Alors que la voiture s'éloignait du country club, Mathieu fixa par la vitre teintée, les pelouses manucurées et les lumières joyeuses, se brouillant en une tâche insignifiante. Il aurait dû ressentir du soulagement. Il retournait à son élément. Le silence, la solitude, le monde froid et détaché du commandement et du contrôle. Au lieu de cela, il ressentit un vide profond et troublant. Le silence dans la voiture n'était pas paisible, il était stérile. Ce n'était plus le son de son pouvoir, mais le son de sa solitude. Il continuait de fléchir la main qui avait tenu la sienne, comme pour tenter de se remémorer le fantôme de son contact. Les 2 jours suivants furent une descente dans un enfer familier, mais qui semblait maintenant différent. Il se plongea dans son travail, l'utilisant comme une matraque pour repousser le souvenir d'elle. Il supervisa une série de négociations brutales avec une faction rivale. Sa voix plus froide, ses décisions plus tranchantes que jamais. Il déplaça des millions de dollars avec quelques frappes de clavier, démantela l'entreprise d'un concurrent avec un seul appel téléphonique. Il était impitoyable, efficace et complètement misérable. Tout était un rappel. L'odeur de vieux cuir dans son bureau lui rappelait son travail. Un vers de poésie qu'il aperçut dans un livre lui rappela l'intelligence tranquille dans ses yeux. Le silence de son vaste appartement penthouse vide, autrefois son sanctuaire, ressemblait maintenant à une tombe. Il était un homme hanté, non pas par un fantôme, mais par une possibilité. La possibilité d'une vie qui n'était pas enveloppée d'ombre. La possibilité d'une connexion qui n'était pas basée sur la peur ou l'obligation. Il en avait eu un aperçu sur la terrasse,
Et maintenant son absence était une douleur constante et lancinante. À la 3e nuit, il sut qu'il avait perdu la bataille. Il était assis dans son bureau, un verre de Macallan 25 intact sur le bureau en acajou poli à côté de lui. La ville scintillait sous ses fenêtres du sol au plafond, une toile de lumière froide et lointaine. Il avait construit cette ville. Il possédait une part importante de son âme. Et pourtant, il se sentait comme un étranger dans son propre royaume. Il s'était dit qu'il ne referait pas l'erreur de ressentir quelque chose. Il avait menti. Le sentiment n'avait pas disparu. Il avait pris racine. Il grandissait dans l'obscurité, une vigne tenace et têtue, et son nom était Clara. Il avait le choix. Il pouvait faire ce qu'il faisait toujours, couper la connexion, l'effacer, utiliser ses vastes ressources pour s'assurer que leurs chemins ne se croisent plus jamais. Ce serait le choix intelligent, le choix sûr. Ce serait un retour à l'existence contrôlée et engourdie qu'il avait perfectionnée, où il pouvait faire l'autre chose, la chose imprudente, insensée, illogique. Il pouvait la revoir. Le débat interne n'était pas un débat du tout. C'était une fatalité à laquelle il résistait depuis 72 heures. Il ouvrit un tiroir de son bureau et sortit un téléphone prépayé, fin et crypté. Il composa un numéro de mémoire. On répondit à la première sonnerie. Oui, la voix à l'autre bout du fil était sèche, professionnelle. Elle appartenait à un homme connu seulement sous le nom de Le Fantôme, son meilleur enquêteur, un homme qui pouvait trouver n'importe qui, n'importe où, et obtenir n'importe quelle information sans laisser de traces. « J'ai un nom, dit Mathieu, sa voix plate ne trahissant aucune de l'agitation intérieure. Clara Mercier, cousine d'Amélie Dubois, la mariée de samedi. Je veux tout. Où elle vit, où elle travaille, sa routine quotidienne, son histoire. Tout. Mais vous serez invisible. Si elle soupçonne ne serait-ce qu'un instant qu'elle est observée, si un seul cheveu de sa tête est dérangé, je vous tiendrai personnellement responsable. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. En 10 ans de travail pour Mathieu, le fantôme avait été chargé d'enquêter sur des ennemis, des rivaux, des traîtres. On ne lui avait jamais demandé d'enquêter sur une demoiselle d'honneur. « Compris, » dit finalement l'homme, sa voix ne trahissant aucune surprise. C'est pourquoi il était le meilleur. « Je veux le rapport préliminaire sur mon bureau demain matin, » ajouta Mathieu. « Demain matin, » confirma le fantôme. Mathieu termina l'appel et rejeta le téléphone dans le tiroir. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir et prit enfin son verre de scotch. Il but une longue et lente gorgée, le liquide ardent ne faisant rien pour réchauffer le nœud froid dans son estomac. Il franchissait une ligne. Il le savait. Ce n'était pas des affaires. Ce n'était pas de la stratégie. Il utilisait la vaste et dangereuse machinerie de son empire pour une raison purement personnelle. Il dirigeait la force pleine et concentrée de son monde sombre en direction d'une femme qui vivait dans la lumière. Il était un collectionneur de choses rares et belles, mais il n'avait jamais voulu posséder quelque chose, quelqu'un, aussi complètement. Il se disait que c'était juste pour comprendre, pour en savoir plus sur la femme qui avait percé ses défenses. Mais alors qu'il fixait la ville froide et scintillante, il savait que c'était un mensonge. Il ne s'agissait pas de comprendre, il s'agissait d'obsession. Et la sienne venait de commencer. Le dossier était sur son bureau le lendemain matin, comme promis. Il était fin, beige et tout à fait banal, ce qui était la signature du fantôme. À l'intérieur, cependant, se trouvait une vie distillée en points et en photos de surveillance en noir et blanc. Mathieu l'ouvrit d'une main d'une fermeté troublante. Clara Mercier, 28 ans, pas de parents vivants, propriétaire unique de Conservation Mercier, un petit atelier spécialisé dans le quartier historique de la ville. Domicile, un appartement au 3e étage sans ascenseur au-dessus de son atelier. Formation, master en bibliothéconomie et certificat avancé en conservation d'une université prestigieuse. Pas de dettes importantes, pas de casier judiciaire. Cercle social, restreint, composé de quelques collègues du monde universitaire. Le rapport était l'esquisse d'une vie tranquille et ordonnée, une vie de discipline et de solitude. Il vit une photo d'elle quittant son atelier, un sac en toile sur l'épaule, le front plissé de pensée. Une autre la montrait sur un marché local, choisissant soigneusement des légumes. Son expression sereine. Elle avait l'air contente, en paix dans son petit monde méticuleusement organisé.
un monde totalement étranger au sien. Le rapport se terminait par sa routine quotidienne. Ouvre l'atelier à 9 heures, déjeune généralement à son bureau, ferme l'atelier à 18 heures, lumières éteintes dans l'appartement vers 23 heures. Prévisible, cohérente, prévisible, cohérente. C'étaient des mots qu'il appréciait dans ses opérations. Ils signifiaient contrôle, absence de variables. Mais les voir appliquées à elle ressemblaient à une profanation. C'était une description stérile et clinique d'une vie dont il savait, depuis cette seule brève rencontre, qu'elle était tout sauf ça. Le rapport contenait les faits de sa vie, mais il n'avait capturé aucune de sa vérité. Il ne mentionnait pas la façon dont ses yeux contenaient une lueur de panique, la façon dont son sourire était un lever de soleil hésitant, la force tranquille de ses mains, ou la grâce dévastatrice qu'elle possédait même dans un moment de chaos. Il ferma le dossier. L'information était à la fois tout et rien. Il connaissait maintenant la logistique de son existence, la carte de ses journées. Il pouvait prédire où elle serait à n'importe quelle heure. Cette connaissance aurait dû lui donner un sentiment de pouvoir, d'avantage. Au lieu de cela, elle ressemblait à une violation. Il avait pris sa vie tranquille et privée et l'avait épinglée sur un tableau comme un papillon pour l'examiner. Un goût amer et métallique emplit sa bouche. Pendant le reste de la journée, le dossier resta sur son bureau, une présence silencieuse et puissante dans la pièce. Il mena ses affaires, son esprit un écran partagé. D'un côté, il était le don impitoyable, prenant des décisions qui se répercuteraient dans la pègre de la ville. De l'autre, il pensait à un appartement au 3e étage et à la femme qui y vivait, seule, entourée de ses livres. À l'approche du soir, il sut ce qu'il allait faire. C'était une impulsion folle, une violation catastrophique de son propre protocole. Il avait l'information. La prochaine étape logique était d'orchestrer une rencontre fortuite, une intersection soigneusement planifiée de leur monde. Mais la pensée d'une telle tromperie calculée lui semblait mesquine. Elle lui semblait indigne d'elle. Il voulait quelque chose de réel, quelque chose qui ne soit pas le produit de sa manipulation. Il congédia son chauffeur pour la nuit. Il se rendit à son garage privé, une chambre forte climatisée qui abritait une collection de voitures, chacune une arme de vitesse et de précision. Il ignora les Ferrari et les Aston Martin. Au lieu de cela, il choisit une berline Audi sombre et discrète, une voiture fantôme. Banale, intraçable, il conduisit lui-même. C'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. La sensation du volant entre ses mains était à la fois étrangère et familière. Il navigua dans les artères de la ville, non pas comme un roi dans son char, mais comme un autre conducteur anonyme. Il passa des canyons d'acier et de verre étincelants de son territoire du centre-ville, à la partie plus ancienne et plus calme de la ville. Ici, les bâtiments étaient en briques et en pierre, leurs façades portant les cicatrices dignes du temps. C'était son quartier, à elle. Il trouva facilement sa rue. C'était une ruelle pavée étroite bordée de lampadaires à gaz et de petites boutiques indépendantes. Une boulangerie, un antiquaire, un tailleur sur mesure. On aurait dit une rue conservée dans l'ambre, une poche du passé survivant dans le présent implacable. Et là, c'était « Conservation Mercier ». Le nom était peint en élégantes lettres dorées sur une vitrine derrière laquelle une grille en fer forgé assurait la sécurité. Au-dessus de la boutique, 2 fenêtres brillaient d'une lumière douce et chaude. Sa lumière. Il se gara de l'autre côté de la rue, dans l'ombre profonde d'un vieux chêne, et coupa le moteur. Et puis, il attendit, simplement. Il se dit que c'était de la reconnaissance. Une évaluation stratégique. Mais c'était un mensonge. Il était un pèlerin qui avait voyagé jusqu'à un sanctuaire. Pendant près d'1 heure, rien ne se passa. La lumière dans ses fenêtres était un phare doré et constant dans le crépuscule grandissant. Il se demanda ce qu'elle faisait. Lisait-elle? Réparait-elle un livre? Préparait-elle le dîner? La nature calme et domestique des images qui lui venaient à l'esprit contrastait de manière crue et douloureuse avec sa propre vie. Ses soirées se passaient dans un silence stérile ou dans des pièces bruyantes et enfumées, où la loyauté était une monnaie et la trahison toujours une possibilité. Puis il la vit. Sa silhouette apparut dans l'une des fenêtres. Elle arrosait une petite plante sur le rebord. C'était un acte simple, banal. Mais en la regardant, auréolée par la lumière chaude de son appartement,
Mathieu eut l'impression d'assister à un événement cosmique profond. Il observa la douce inclinaison de sa tête, la manière prudente dont elle tenait l'arrosoir. Même dans ce petit geste, il y avait un sens du but, de l'attention. Elle termina avec la plante et resta un moment, regardant la rue en contrebas. Il se recroquevilla instinctivement sur son siège, le cœur battant avec la peur ridicule d'être vu. Mais son regard était flou, lointain. Elle ne cherchait rien, ni personne. Elle était juste là. Un moment de contemplation silencieuse. Et à cet instant, il comprit la profondeur de sa folie. Il était une créature de la nuit, un homme qui prospérait dans l'ombre. Il était assis ici, dans le noir, à espionner une femme qui vivait dans la lumière. L'amener dans son monde serait éteindre cette lumière, ternir sa grâce tranquille avec la saleté inéluctable de sa propre vie. La chose la plus dangereuse pour elle n'était pas ses ennemis, mais lui, son intérêt, son obsession. La pensée fut comme un éclat de glace dans sa poitrine. Pour la première fois, il considéra ce qui était le mieux pour elle, pas ce qu'il voulait. Et ce qui était le mieux pour elle, c'était qu'il mette le contact, s'en aille, et ne revienne jamais, jamais. Qu'il brûle le dossier sur son bureau et l'efface de sa mémoire. C'était la seule chose honorable à faire. Il posa la main sur le contact, la mâchoire serrée de résolution, mais il ne tourna pas la clé. Sa main retomba. Il ne pouvait pas le faire. L'égoïsme qui avait été sa plus grande force était maintenant sa faiblesse la plus profonde. Il la voulait. C'était une vérité qui dépassait l'honneur, la logique. C'était une douleur profonde et primaire. Il était peut-être le poison, mais il était un homme mourant de soif, et elle était la seule eau qu'il ait vue en une décennie. Il la regarda se détourner de la fenêtre, sa silhouette disparaissant dans la chaleur de son appartement. La lumière resta allumée. Il resta assis là dans l'obscurité pendant encore 1 heure. Un gardien silencieux, un prédateur patient, un homme perdu fixant une fenêtre, complètement et totalement anéanti. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla avant l'aube d'un sommeil agité et rempli de rêves. Les images de la veille étaient gravées dans son esprit, le rectangle doré et chaud de sa fenêtre, sa douce silhouette, le gouffre impossible entre son monde et le sien. La résolution qu'il avait ressentie dans la voiture, la certitude froide et dure qu'il devait rester à l'écart, s'était évaporée à la dure lumière du jour, ne laissant derrière elle que le moteur brut et indéniable de son obsession. Il ne resterait pas à l'écart. Il devait simplement trouver un autre moyen d'entrer. La manipulation était sa forme d'art. Il pouvait orchestrer une prise de contrôle d'entreprise ou une alliance politique avec la précision subtile d'un horloger. Mais cela semblait différent. Aborder Clara avec un mensonge calculé lui paraissait mal. Ce serait commencer leur histoire sur une base de tromperie, et un instinct lui disait que tout ce qu'il construirait avec elle devait être sur un terrain solide, même si ce terrain était dangereux. Il lui fallait un prétexte, une raison légitime pour que leurs chemins se croisent, une raison qui venait de son monde à elle, pas du sien. Il était assis dans son bureau, le dossier beige ouvert sur le bureau. Il relut les détails de sa vie, non pas comme un enquêteur, mais comme un cryptographe à la recherche d'une clé. Conservation Mercier, spécialisé dans les manuscrits rares et les incunables. Traite avec des collectionneurs privés, des universités, des musées, et voilà, une porte. Pas une qu'il pouvait défoncer, mais une qu'il pourrait peut-être déverrouiller. Sa famille, malgré toute son histoire sanglante, avait une appréciation profonde, presque paradoxale, du passé. Ils étaient des destructeurs d'hommes, mais des conservateurs d'art. Au fil des générations, la famille Moreau, il utilisait le nom de famille de sa mère pour ses entreprises légitimes, avait amassé une vaste et inestimable collection d'art, d'artefacts et, se souvint-il vaguement, de livres rares. La collection était conservée dans une chambre forte privée et climatisée de son domaine de campagne, un trésor intouchable de trésors culturels acquis par des moyens à la fois légitimes et moins légitimes. Il y prêtait rarement attention. C'était un héritage, un actif, rien de plus, jusqu'à maintenant. Il passa un autre appel sur le téléphone prépayé. Pas au fantôme, mais à un autre type de spécialiste, un homme nommé Monsieur Alain Fournier, le conservateur âgé et semi-retraité qui gérait la collection Moreau. Fournier était l'une des rares personnes à connaître toute l'étendue des avoirs de Mathieu, un homme d'une discrétion impeccable
et d'une connaissance encyclopédique. « Monsieur Fournier, dit Mathieu lorsque le vieil homme répondit, sa voix un bruissement sec de papier. J'ai besoin d'un inventaire des textes les plus anciens de la collection, tout ce qui est antérieur au XVIe siècle. Plus précisément, je cherche quelque chose d'endommagé, quelque chose qui nécessite une restauration experte. » Il y eut une longue pause. Mathieu pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit du vieux conservateur. « Une demande intéressante, monsieur Moreau. Puis-je demander la raison de cet intérêt soudain pour la conservation ?»« Vous ne pouvez pas, » répondit Mathieu, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Trouvez-moi juste un livre, quelque chose de valeur, quelque chose de fragile, et quelque chose qui nécessiterait le meilleur dans le domaine. »« Je vois, » dit Fournier, la plus légère pointe de compréhension et peut-être de désapprobation dans son ton. « Je crois que j'ai exactement ce qu'il faut. Le livre d'heures des Sforza, milieu du XVe siècle. Le vélin souffre d'une dégradation acide importante et le pigment de plusieurs miniatures s'écaille. C'est une tragédie. C'est sur ma liste de préoccupations depuis des années. » Mathieu sentit un choc, une lueur de ce qui ressemblait au destin. Un livre d'heures, le même type de manuscrit que Clara sauvait le jour du mariage. C'était parfait. « Ça fera l'affaire, » dit Mathieu. « Préparez les documents de provenance nécessaires, des documents légitimes. Indiquez le propriétaire comme étant la fiducie Moreau. »« Et la restauratrice que vous avez en tête ?» demanda Fournier, bien qu'il connaisse probablement déjà la réponse. Mathieu s'autorisa un petit sourire froid. « Je m'en occuperai personnellement. » Il raccrocha le téléphone et sentit une montée de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le frisson d'un pari aux enjeux vraiment élevés. C'était plus complexe que n'importe quelle affaire commerciale. C'était une invasion, mais une invasion masquée par la légitimité. Il l'aborderait selon ses propres termes en tant que client, lui offrant une part du monde qu'elle aimait. Il serait le serpent, mais il lui offrirait la pomme la plus belle et la plus tentante. 2 jours plus tard, il descendit la ruelle pavée jusqu'à son atelier. Il n'arriva pas dans une berline noire. Il vint à pied, seul, portant un costume anthracite magnifiquement taillé, discret mais indéniablement cher. Dans ses mains, il portait une mallette d'archives climatisée sur mesure. À l'intérieur, enveloppée dans de la soie sans acide, reposait une tragédie de 500 ans. Il s'arrêta devant la boutique. Conservation Mercier. Il pouvait la voir à travers la fenêtre, penchée sur une grande table, une visière grossissante relevée sur son front. Elle était complètement absorbée par son travail, sa concentration un bouclier impénétrable. Il l'observa un instant, son cœur martelant un rythme lourd et inconnu contre ses côtes. C'était le point de non-retour. Il prit une profonde inspiration, l'air de la ville ayant un goût de gaz d'échappement et de possibilité, et poussa la porte. Une petite cloche à l'ancienne tinta au-dessus de sa tête. Le son était délicat, clair. Clara leva les yeux, surprise par l'interruption. Ses yeux s'écarquillèrent, d'abord de surprise en voyant un visiteur, puis de choc pur et total en le reconnaissant. La couleur quitta son visage, puis y revint en une rougeur profonde et révélatrice. Il vit la lueur de panique, le souvenir de la terrasse, la confusion. « Mathieu » souffla-t-elle, sa voix à peine un murmure. Elle se leva, essuyant automatiquement ses mains sur son tablier de lin, un geste de quelqu'un pris au dépourvu. « Clara » dit-il, sa voix calme et posée, ne trahissant rien du chaos qui faisait rage en lui. Il lui fit un lent et délibéré signe de tête. « On m'a dit que c'est ici que je pouvais trouver la meilleure. » Il posa la mallette d'archives sur le comptoir entre eux. Le léger clic métallique qu'elle fit en se posant sur le bois poli fut le seul son dans la pièce. C'était le son d'une clé tournant dans une serrure, le son d'un piège qui se referme. Le silence dans le petit atelier était une chose vivante. Il était épais de l'odeur de vieux papier, de cuir et de colle à reliure, mais maintenant, il était également chargé du bourdonnement électrique d'un millier de questions tacites. Clara fixa la mallette métallique et élégante sur son comptoir comme si c'était une bombe. Puis son regard se leva vers le sien et ses yeux étaient un tourbillon de confusion et de suspicion. « La meilleure ?» répéta-t-elle, sa voix retrouvant une fraction de son sang-froid professionnel, bien que ses mains tripotaient encore les cordons de son tablier. « La meilleure, pourquoi ?»« Pour sauver des choses, » dit Mathieu, sa voix un murmure grave. Il ne sourit pas.
Il laissa les mots, et le souvenir de leur conversation sur la terrasse flottait dans l'air entre eux. Il vit la lueur de reconnaissance dans ses yeux, le subtil adoucissement de sa posture défensive. Il avait utilisé son propre monde, son propre langage, comme clé. « Je ne comprends pas, dit-elle, mais ses yeux étaient fixés sur la mallette. La curiosité professionnelle, l'instinct de la restauratrice, commençaient à l'emporter sur son choc personnel. « Ah, qu'est-ce que c'est ? Un problème que j'espère que vous pourrez résoudre, dit-il. Il ouvrit les loquets de la mallette avec une série de clics métalliques et précis. Le son était d'une force troublante dans la pièce silencieuse. Il ouvrit le couvercle, révélant le livre ancien niché dans son linceul de soie. Ce n'était pas un grand tome incrusté de bijoux, mais quelque chose de bien plus intime. Un livre de prières personnelles, sa couverture en cuir craquelé et décoloré, ses pages murmurant des siècles de dévotion. Il ne le toucha pas, il recula simplement, lui laissant de l'espace, cédant le contrôle. C'était un geste calculé. Il entrait dans son domaine et il jouerait selon ses règles. Clara s'approcha, son hésitation se dissolvant en une intention pure et concentrée. C'était son territoire. C'était là qu'elle était aux commandes. Elle abaissa doucement la visière grossissante sur ses yeux et se pencha sur la mallette. D'un contact aussi délicat et révérencieux qu'une prière, elle utilisa une pince à épiler pour soulever un coin de la doublure en soie. Un hoquet bref et doux s'échappa de ses lèvres. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, sa voix remplie d'un mélange d'horreur et d'admiration. « Est-ce que c'est... Ça ne peut pas être. On dirait un Sforza. »« C'en est un !» confirma tranquillement Mathieu. Sa tête se releva brusquement, ses yeux grands ouverts d'incrédulité derrière les lentilles grossissantes. « Le livre d'heures des Sforza? Mais c'est une pièce de musée. La provenance est légendaire. Comment avez-vous... » Elle s'interrompit, la question non posée flottant dans l'air. « Comment un homme comme vous en vient-il à posséder un tel trésor? Ma famille collectionne depuis très longtemps, dit-il, la déclaration une pierre lisse et polie d'une réponse, n'offrant aucune fissure à travers laquelle elle pourrait regarder. Il a été mal entretenu. Il a besoin de quelqu'un qui puisse non seulement réparer les dommages, mais qui comprenne son âme. » Il avait choisi ces mots avec soin. Âme. Un mot qui n'avait pas sa place dans son monde de pragmatisme brutal, mais il savait qu'il avait toute sa place dans le sien. Elle resta silencieuse un long moment, son regard allant du livre précieux et endommagé à son propre visage illisible. Il pouvait voir le conflit faire rage en elle. La restauratrice en elle était désespérée, avide de sauver ce chef-d'œuvre. C'était le projet d'une vie. Mais la femme en elle, la femme qui avait dansé avec lui au clair de lune, était profondément méfiante. Elle savait d'un niveau instinctif que c'était plus qu'une simple commande. Un livre n'était jamais juste un livre, et un homme comme Mathieu ne faisait jamais rien sans raison. C'est un projet de plusieurs années, dit-elle, sa voix purement professionnelle maintenant, un bouclier qu'elle élevait contre lui. Les diagnostics seuls prendraient des semaines. Le coût, il serait astronomique. Le coût n'a aucune importance, dit Mathieu, écartant une fortune d'un geste de la main. Le temps n'est pas non plus un problème. Elle recula d'un pas du comptoir, croisant les bras sur sa poitrine. Le tablier, les outils, le désordre réconfortant de son atelier semblaient lui donner de la force. « Pourquoi moi, Mathieu ?» demanda-t-elle, sa voix claire et directe. Il n'y avait plus d'évasion. Il y a de plus grandes institutions, des laboratoires de musées avec plus de ressources, plus de personnel. C'était le moment. Le précipice. Il pouvait mentir. Il pouvait inventer une histoire plausible sur le désir d'intimité, sur la confiance en une petite experte indépendante. Ce serait la réponse intelligente, sûre, mais il était fatigué d'être intelligent. Il était fatigué d'être en sécurité. Il la regarda, cette femme qui avait à elle seule brisé des décennies de son apathie soigneusement construite, et choisit l'arme la plus dangereuse de son arsenal. La vérité. Pas toute la vérité, pas la vérité sombre et sanglante de sa vie, mais un éclat de celle-ci, la seule partie qui comptait. Parce que les autres laboratoires n'ont aucune importance, dit-il, sa voix basse et intense, comblant la distance entre eux jusqu'à ce que seul le comptoir les sépare. Je ne suis pas ici pour eux, je suis ici pour vous. Le souffle de Clara se coupa, son masque professionnel s'effrita, révélant la femme vulnérable et incertaine en dessous. Ce livre, continua-t-il en désignant la mallette ouverte, est mon excuse.
C'est ma raison légitime d'être dans votre monde, car je sais que vous n'entreriez jamais volontairement dans le mien. Je ne suis pas un homme bon, Clara. Je vis dans un monde d'ombre que vous ne pouvez même pas imaginer. Et la chose la plus logique, la plus sensée que vous puissiez faire maintenant, est de me dire de prendre mon livre et de partir. » Il soutint son regard, ses propres yeux d'un noir franc et honnête. « Mais j'espère que vous ne le ferez pas. » Il avait abattu ses cartes. Il avait admis l'artifice, avoué le prétexte. Il lui avait donné tout le pouvoir. Il s'était rendu, pour la première fois de sa vie d'adulte, complètement et totalement vulnérable au rejet. Elle le fixa, son cœur dans ses yeux. Elle voyait le danger, l'obscurité qu'il promettait, mais elle voyait aussi l'homme de la terrasse, celui qui comprenait son travail, celui qui l'avait tenu avec une telle révérence douce. Elle voyait sa solitude, le vide vaste et retentissant qu'il essayait de cacher derrière son pouvoir. Il ne lui offrait pas une simple commande, il lui offrait un choix dangereux, terrifiant et incroyablement fascinant. Rester dans son monde sûr et tranquille, ou ouvrir la couverture du livre le plus compliqué, le plus interdit qu'elle ait jamais rencontré. Lentement, délibérément, elle décroisa les bras. Elle tendit la main et, d'une main qui tremblait de façon presque imperceptible, elle referma doucement le couvercle de la mallette d'archives. Ce n'était pas un rejet, c'était une acceptation, la fermeture d'un chapitre pour en commencer un autre. « La première chose à faire, dit-elle, sa voix un murmure doux et régulier qui scella leurs deux destins, sera une analyse complète de la teneur en humidité. » Un lent sourire sincère effleura les lèvres de Mathieu. C'était un sentiment rare, inconnu, mais c'était la chose la plus réelle qu'il ait ressentie de toute sa vie. Il était venu à elle avec un livre brisé, mais c'était sa propre âme qu'il lui demandait de sauver. Et elle venait d'accepter d'essayer.